Marseille, 16 mars 2005. Un père de famille disparaît. Il s'appelle Jean-Pierre Faure. Il a 47 ans. Pendant 2 ans, l'enquête piétine. Aucune trace de Jean-Pierre Faure. Mais 2 ans plus tard, Béatrice, sa femme, fait une révélation fracassante. Elle dit qu'un homme aurait tué son mari et qu'elle aurait assisté au meurtre. Mon mari avait la tête ici. Il avait le corps par là, comme ça, il était allongé, les yeux ouverts. Monsieur Doulieri, il avait le couteau à la main. Il avait du sang partout sur lui. C'était un monstre que je voyais. Un monstre, c'était pas un être humain. Celui que Béatrice appelle Monsieur Doulieri est en fait son amant. Dès lors, Béatrice et Doulieri deviennent les suspects numéro 1. Mais pour les parents de Jean-Pierre Faure, c'est Béatrice, leur belle-fille, qui serait l'instigatrice du crime. Je suis sûre que c'est un crime prémédité. Qu'elle a prémédité ça avec la canaille. Béatrice n'a qu'un seul soutien, sa fille, Angélique. C'est pas elle qui a tué mon père, c'est pas elle qui, comme tout le monde le prétend, en a eu l'idée et a mené par le bout du nez Doulieri, quoi. Dans le box des accusés, Jean-Claude Doulieri, lui, clame son innocence. Moi, je suis innocent. Je suis innocent à ce qu'on me reproche. Et voilà. Alors, que s'est-il passé? Qui a tué Jean-Pierre Faure? Les 2 amants, Béatrice et Doulieri, sont-ils complices? C'est à ces questions que les jurés de la cour d'assises d'Aix-en-Provence vont devoir répondre. Sanary-sur-Mer, dans le département du Var, une résidence avec piscine. C'est ici, dans ce petit studio, que vivent Jean-Pierre et son épouse Béatrice. Dans l'attente de son procès, Béatrice est libre. Elle nous raconte sa vie avec son mari, Jean-Pierre Faure. Ben ça, c'est Jean et moi, quand on s'est mariés, là, avec notre fille, Angélique. C'était mon premier amour et ça allait rester longtemps. Je dansais avec mon mari, là. Là, on est content. Là, tout se passe bien. Les jeunes mariés sont heureux. Jean-Pierre est maçon. Il travaille dans l'entreprise de son père. Mais au fil du temps, les relations entre Béatrice et Jean-Pierre se dégradent. Mon mari, c'est un homme qui part au quart de tour, qui se bat, il est très caractériel. J'ai passé 30 ans de ma vie avec lui, donc je peux me permettre d'en parler. Le couple va mal. Béatrice et Jean-Pierre restent ensemble, mais ils ont des liaisons, chacun de leur côté. Pour la famille Faure, si le ménage a des problèmes, c'est la faute de Béatrice. Elle aimait bien s'amuser, c'était quelqu'un qui était un peu faux-folle, pas méchant, hein, elle aimait bien sortir. Et se montrer. Et se montrer, oui. Et moi, je dis que ma belle-sœur a essayé de se faire passer pour une petite sainte, chose qui n'était pas. Disons que déjà de jeune, j'étais sûre qu'elle le trompait, voilà. Sûre et certaine. Au dire de la famille Faure, Béatrice aurait donc été infidèle. Elle aurait eu notamment une liaison avec cet homme, Jean-Claude Doulieri. Doulieri est un ami de la famille Faure et plus particulièrement de René, le petit frère de Jean-Pierre. J'ai connu Jean-Claude Doulieri, je devais avoir environ 14 ans. On s'est connus à Château-Gombert puisqu'on était du même quartier. Et je l'ai fait rentrer dans l'entreprise de mon père. Doulieri travaille pendant 10 ans comme maçon dans l'entreprise de bâtiment de la famille Faure à Marseille. À l'époque, il fait partie de la famille. On voit bien Jean-Claude ici. Il était à mon mariage, il était au baptême. On a passé même un jour de l'an ensemble. Et d'ailleurs, sur la vidéo du mariage de René, Doulieri est aux premières loges. Doulieri n'est pas seulement l'ami de René, mais aussi celui de Jean-Pierre Faure. L'été 2004, les 2 hommes ne se quittent plus.
Doulieri vient quasiment tous les jours rendre visite à Jean-Pierre et Béatrice. Il n'arrive jamais les mains vides, mais toujours avec des bouteilles d'alcool. Moi, qui ne connaissais pas du tout l'alcool, il m'a fait connaître de force degré l'alcool. Il faut goûter, il faut goûter. Il essayait de m'habituer à ça. Mais en fait, bon, mon mari, lui, connaissait l'alcool. Il ne demandait pas mieux que de trinquer avec lui, amicalement. Angélique, la fille de Jean-Pierre et de Béatrice, comprend vite que si Doulieri fait boire ses parents, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Quand il faisait boire mon père, il passait les journées avec lui, là. Mais il lui disait que ma mère, elle passait tellement de temps au boulot qu'elle devait se taper son patron. Je veux dire, il les a montés l'un contre l'autre. Et après, devant ma mère, il a fait dire à mon père qu'elle avait été cocu. Des propos qui aggravent les tensions dans le couple. Jean-Pierre et Béatrice sont en instance de divorce. C'est alors que Doulieri console Béatrice et devient son amant. Et M. Doulieri m'a consolée. Il m'a apporté quelque chose que je n'avais pas connu, cette gentillesse et ce soutien. Et pendant une semaine, ça a dû, quand je l'ai fréquenté intimement, après avoir demandé le divorce, bien entendu, je me suis un petit peu attachée à lui au début. Je me suis dit, oh, mais il est gentil, il est plein d'attention, il est merveilleux. Voilà, il arrive à la charmer, il fait des cadeaux à tout le monde, il en fait à la famille, à mes grands-parents, à ma grand-mère, même à mon père, hein, il fait des cadeaux à tout le monde. Et moi, au moment où elle me porte mon cadeau d'anniversaire, il y a Jean-Claude qui vient avec elle. Et ils s'embrassent devant moi, chez moi. Ça m'a fait drôle. À l'époque, Doulieri vient même dormir de temps en temps dans la chambre du bas de l'appartement de Sanary-sur-Mer. Pour tout le monde, Béatrice, Jean-Pierre et Doulieri forment un étrange ménage à trois. Jusqu'au jour où Jean-Pierre disparaît dans la nuit du 15 au 16 mars 2005. Mais alors, où est Jean-Pierre Faure? Aucune trace et pas de cadavre. Interrogés, Béatrice et Doulieri prétendent qu'il est parti refaire sa vie. Mais Angélique ne les croit pas. Moi, pour moi, c'était pas possible parce que je me suis dit, s'il avait pris le large, il serait venu chez moi. Un élément l'empêche de croire sa mère. La voiture de son père est toujours devant la maison. Il peut pas partir sans sa voiture. Il prend pas les transports en commun. Angélique continue d'interroger sa mère sans relâche. Dans la confusion, elle lui livre des bribes de phrases terrifiantes. « Je ne l'ai pas tué, mais j'ai eu du mal à nettoyer. Il s'est débattu comme un beau diable. Il était lourd à porter. » Elle est comme moi à ce moment-là. Ah, elle est pas bien. Elle est pas bien du tout même. Hein. Elle me regarde, elle a les yeux pleins de larmes. Elle est pas bien. Béatrice finit par craquer. À un moment donné, je lui dis « Jure-moi qu'il est encore en vie ». Et elle me regarde et me dit « Non, je peux pas te le jurer ». Angélique décide alors d'aller voir les gendarmes. Cela fait maintenant 2 semaines que son père n'a pas donné signe de vie. Un élément intrigue aussitôt les enquêteurs. Doulieri a acheté une voiture le jour de la disparition de Jean-Pierre Faure. Une voiture qui a été retrouvée brûlée dans le sous-sol d'une maison en construction. Dans le coffre, les gendarmes retrouvent une serviette maculée de sang. Les analyses sont formelles, c'est le sang de Jean-Pierre Faure. L'enquête est officiellement ouverte. Les 2 amants, Béatrice et Doulieri, sont mis sur écoute. Dans les enregistrements des conversations téléphoniques, ils parlent tous les 2 de Jean-Pierre au passé. Le 6 avril 2005, ils sont arrêtés et placés en garde à vue. Lors de leurs auditions,
Doulieri et Béatrice reconnaissent être amants. En revanche, ils nient tous les deux toute implication dans le meurtre de Jean-Pierre. Malgré l'absence de cadavre, les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit d'un meurtre. Doulieri et Béatrice sont incarcérés. De sa cellule, Doulieri écrit inlassablement de nombreuses lettres au juge d'instruction. Sur chacune d'elles, il clame son innocence. Madame le juge, je vous demande de faire ouvrir cette porte de prison pour me rendre ma liberté. Car Doulieri Jean-Claude est innocent. J'ai fait une grosse erreur de sortir avec cette femme. J'espère que Dieu me pardonnera. Au bout de 10 mois de prison, Béatrice est libérée, mais on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Jean-Pierre Faure. A-t-il été assassiné? Doulieri, lui, se mure dans le silence, mais Béatrice va bientôt faire des révélations fracassantes. Là, j'ai vu la scène, je me suis approchée. J'ai vu mon mari par terre, j'ai vu du sang, il y avait un petit peu de casse, il y avait des morceaux de verre, il y avait du sang un peu partout. Le 14 novembre 2007, le procès des deux amants s'ouvre devant la cour d'assises de Draguignan. Béatrice, en larmes, est assise à côté de son avocate, maître Virginie Pain. En face d'elle, la famille de son ex-mari, le clan Faure au grand complet, réuni autour du patriarche. C'est la première fois depuis la disparition de son mari que Béatrice se retrouve face à eux. Et là, à la stupeur générale, elle fait une révélation qui va tout remettre en question. Elle dit tout de go, je sais où est le corps de mon mari, je peux vous le dire, je peux vous y amener. Béatrice savait donc où se trouvait le corps de son mari. La famille de Jean-Pierre est sous le choc. Moi, personnellement, j'ai été écœuré. Surpris et écœuré. Laisser son propre mari pendant 30 mois pourrir, 32 mois pourrir en bas d'une falaise, en sachant où il est, pour moi, il faut être un monstre. Pour moi, c'est deux monstres. Le procès s'arrête immédiatement. Le président ordonne un supplément d'enquête. Béatrice rentre chez elle, suivie d'Angélique, sa fille. Le lendemain, les gendarmes se rendent à l'endroit désigné par Béatrice, le Cap Canaille, sur les hauteurs de Cassis. Un endroit que tout le monde dans la région surnomme le triangle des Bermudes. C'est ici que l'on vient se débarrasser des cadavres encombrants. Et Béatrice avait dit vrai. Les enquêteurs découvrent des restes humains et le jogging bleu que portait Jean-Pierre le jour de sa disparition. Quelques mois plus tard, une reconstitution est organisée à Sanary-sur-Mer. Toute la presse est là. Béatrice arrive avec sa fille et elle va faire de nouvelles révélations. Elle raconte la scène du crime et accuse Doulieri du meurtre de son mari. Là, j'ai vu la scène, je me suis approchée. J'ai vu mon mari par terre, j'ai vu du sang, il y avait un petit peu de casse, il y avait des morceaux de verre, il y avait du sang un peu partout. Mais c'était le fait de voir Jean, je me suis retenue et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, puisque M. Doulieri était devant la cuisine, carrément, il se tenait debout, droit, devant le corps, avec l'arme à la main, il avait le couteau à la main, il avait du sang partout sur lui, il était blessé au cou, il saignait, et il avait l'arme à la main. Il m'a regardé avec des yeux... vraiment lamentable. Je ne l'ai même pas reconnu tellement meurtrier.
je vais dire. Et quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, moins tu poseras de questions, et mieux tu te porteras. Alors je lui ai dit, mais il faut appeler la police. Appelle la police et tu expliques ce qui s'est passé. Il voulait rien me dire. Tu es folle, me dit, ça va pas? Et puis, mais toujours avec hargneux, et puis il venait vers moi avec le couteau. Il m'a dit, si tu veux terminer comme Jean. Mon mari avait la tête ici. Il avait le corps par là, comme ça, il était allongé, les yeux ouverts. Bon, M. Doulieri rapidement a mis une serviette éponge sur sa tête. Il a enroulé sa tête dans la serviette éponge et il a enroulé dans une couverture et il a sorti le corps. Il s'est dirigé en direction du véhicule. Tout seul, donc il avait la... Tout seul, mais il m'a obligé de le suivre. Il n'a pas voulu. Je voulais rester ici à la maison, il n'a pas voulu. Il m'a dit non, non, non. Béatrice raconte ensuite que Doulieri l'aurait obligée à l'aider à porter le corps de son mari. Il m'a demandé juste dans les grands escaliers de soulever les pieds. Je l'ai fait. Là, et dans la voiture, quand il a mis le corps à l'arrière. Après avoir hissé le corps sur le siège arrière de la voiture, Doulieri et Béatrice auraient pris la direction du Cap Canaille. Arrivé sur un petit chemin, Doulieri aurait obligé Béatrice à descendre du véhicule. Il aurait alors jeté le corps de Jean-Pierre du haut de la falaise, sous les yeux de Béatrice. Quand il a jeté le corps par la falaise, bon, je ne me suis pas approchée, j'ai rien vu, mais je l'ai entendu, le bruit, quand ça fait toc. Et là, je l'ai vu venir vers moi, je me suis dit, ça y est, c'est mon tour, c'est fini. Et puis il m'a empoigné et il m'a dit, allez, qu'est-ce que tu fais? Et puis il m'a tiré méchamment jusqu'au véhicule. Et à quelques mètres du véhicule, il m'a dit, allez, tu crois quoi? Et puis il m'a secoué, mais méchamment, violemment. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Où il va m'amener? Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai fait mon signe de croix, je savais que j'allais mourir ce soir-là. Pour moi, c'était fini. À partir de cette nuit-là, Doulieri s'installe au domicile de Jean-Pierre Faure et son attitude vis-à-vis de Béatrice aurait changé du tout au tout. Il ne m'a plus lâché d'une semelle du jour où il s'est passé ce drame. Je devais lui donner compte et raison. Il me suivait partout où j'allais. Il m'interdisait de fermer les portes, de prendre le téléphone, sans lui. Il m'interdisait dans la maison même, quand je me levais pour aller aux toilettes, il me demandait où j'allais. Mais je lui ai dit, je vais aux toilettes. Ah ben, il n'y a pas de problème, il m'a dit. Alors je viens. Et il me suivait jusqu'aux toilettes. Il m'interdisait de fermer la porte. Il a fait du nettoyage chez moi, il a jeté toutes les affaires de mon mari. Rapidement, ça devait être le lendemain. Il a jeté des vêtements à moi, il a fait le tri. Il m'a dit qu'il connaissait dans un bar à Marseille des gens qui pouvaient payer une certaine somme pour me faire disparaître. Il m'a dit qu'il pouvait faire sauter le restaurant de ma sœur. Il était hors de lui. Je me regardais à la glace, je le voyais derrière moi. C'était un monstre que je voyais. Un monstre, c'était pas un être humain. Lors de cette reconstitution, Doulieri, qui a été extrait de sa cellule, nie tout en bloc. Pour lui, Béatrice est une menteuse. L'avocat de la famille Faure, présent lui aussi à cette reconstitution, met en doute, lui aussi, la version de Béatrice. On ne sait toujours pas exactement comment les choses se sont déroulées, on ne sait toujours pas qui a fait quoi. La seule chose que l'on sache, c'est qu'il y a un homme qui est enfermé dans un mutisme total, qui n'exprime rien, qui reste cohérent avec lui-même du début à la fin. Par contre, il y a une femme qui manipule. Il y a une femme qui se joue de la vérité et qui piétine littéralement la douleur de la famille. Alors Béatrice est-elle innocente comme elle le prétend, ou est-elle complice, voire même instigatrice de la mort de son mari? Pour les parents de Jean-Pierre Faure, ça ne fait aucun doute, Béatrice est coupable. Elle voulait se débarrasser de son époux. Je suis sûre que c'est un crime prémédité. Qu'elle a prémédité ça avec la canaille. Bon, je suis sûre que c'est prémédité. Elle mérite plus elle que lui. Voilà, pour nous, elle mérite plus elle. 28 ans, j'ai vu comme belle fille. Elle venait tous les mercredis. Tous les mercredis, elle venait, je la recevais comme tout le monde. Même, je lui disais, je vous jure, sur les enfants qui sont là tous, je lui disais, moi, je ne me mêle pas de votre foyer, parce que les belles-mères, paraît-il qu'elles sont casse-pieds. Mais moi, je ne me suis jamais occupée d'eux. Et je lui ai même dit ça. Je vous jure, sur mes petits.
Pour nous, c'est un monstre. Je vous le répète encore, c'est un monstre. Elle est pire que l'autre. Bon, ça, c'est l'exécuteur. Elle a dû le manipuler pour le faire tuer. Et puis voilà, c'est ce qu'elle voulait. Ça fait rien de la misère des os, de notre souffrance, qu'on endure depuis qu'on a perdu ce petit. Voilà. On m'a brisé la vie, moi. Depuis le drame, la famille est déchirée. Angélique, elle, continue de soutenir sa mère. Mes grands-parents paternels n'en sont pas convaincus, mais pour moi, j'ai toujours voulu savoir la vérité, j'ai toujours voulu la connaître. Et j'ai toujours voulu enterrer mon père. Si j'avais eu un quelconque sentiment que ma mère était sa complice et qu'elle avait joué le jeu de Douliery, je ne lui aurais pas pardonné. Le 15 septembre 2008, après 1 an d'interruption, le procès reprend. Les deux clans se retrouvent face à face. D'un côté, le patriarche et ses 3 fils. De l'autre, Béatrice et sa fille. Angélique continue à soutenir sa mère. Pour son grand-père, c'est inacceptable. Pour nous, c'est plus notre petite fille. Elle est morte en même temps que son père pour nous. Ça veut dire quand même, c'est clair comme le roche que c'est tous les deux. Hein. Mais je sais. Qu'est-ce que tu dis? Quand Béatrice fait son entrée dans la salle d'audience, la tension est palpable. Elle se retrouve une nouvelle fois face à sa belle famille. Derrière elle, Douliery entre dans le box des accusés. Les charges contre les deux amants sont lourdes. La justice a retenu la préméditation. Béatrice et Douliery sont accusés d'assassinat. Ils encourent tous les deux la prison à perpétuité. Béatrice continue à accuser son ancien amant du meurtre de Jean-Pierre. Douliery, lui, continue à nier. Moi, je suis innocent. Je suis innocent parce qu'on me reproche. Et voilà. Dans la salle d'audience, la psychologue qui a pratiqué l'expertise de Douliery décrit un homme séducteur, mais violent, jaloux et possessif, qui a grandi dans une famille désunie. Ils ont sali mes parents. Mon père, je les ai perdus déjà. Ma mère, je l'ai perdue en prison. Quand je dis sali moi, sali Douliery, ils ont sali ma famille entière. Pour Lionel Moroni, l'avocat de Douliery, ce portrait à charge ne correspond pas à son client. Vous savez, pour pouvoir le faire cadrer avec la culpabilité qu'on veut lui affubler, il faut dresser un personnage, il faut le mystifier, il faut compléter le sale garçon qu'il est susceptible d'être. Béatrice, elle, continue à noircir le portrait de son ancien amant. C'est un homme qui est froid, glacé, terrible. Il a une double personnalité. Il donne une image calme, apparemment, et ensuite, quand on vit avec lui intimement, c'est une horreur, c'est horrible ce que j'ai vécu. Devant les jurés de la cour d'assises de Draguignan, Béatrice jure qu'elle n'est pour rien dans la mort de son mari. Dans le box, Douliery réfute la version de Béatrice. Ce qu'elle a dit sur moi, qui est totalement faux, je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas l'accepter. Donc vous n'êtes jamais battu avec Jean-Pierre Faure la nuit du 15 au 16 mars Jamais, jamais. Je l'ai précisé, c'est totalement faux et elle le sait mieux que moi. Elle le sait mieux que moi. Et alors qui a tué Jean-Pierre Faure? Mais qui a tué? Pour le moment, le mystère va demeurer puisque Jean-Claude Douliery continue à nier. Une chose est sûre, c'est bien le cadavre de Jean-Pierre Faure qui a été retrouvé au bas de la falaise, qui l'a tué. Écoutez, ça s'est passé le 15 mars, visiblement chez Béatrice Frustieri. La seule dont on est sûr qu'elle était là, c'est Béatrice Frustieri. Elle a la clé du mystère. Les deux amants se déchirent. Pour essayer de savoir comment est mort Jean-Pierre Faure, le président interroge le médecin légiste. Celui-ci sort alors le crâne de Jean-Pierre et explique les circonstances de sa mort.
Les constatations ont été réduites au minimum puisque nous n'avons eu à examiner que le crâne de la victime, lequel portait 3 impacts d'armes blanches relativement violents, qui traduisaient la violence des coups. C'est tout ce que nous avons comme blessure. À quel niveau? Alors c'était au niveau frontal et au niveau pariétal, c'est-à-dire un petit peu en avant et un petit peu sur l'arrière. Jean-Pierre aurait donc été attaqué par derrière, une version confirmée par Béatrice. Il nous a montré le crâne, avec des coups par derrière. Je me l'explique comme ça, parce que M. Duléry, il n'aime pas se battre. Il est très violent, et je pense qu'il a dû l'attaquer par derrière. Les détails sur la mort de leur fils et l'exhibition de son crâne pendant l'audience sont difficiles à supporter pour les forts. Ils quittent la salle. De mémoire de justice, on n'avait jamais vu ça. Exhiber la boîte crânienne de la victime devant la famille, devant une mère, un père, des frères et des sœurs. C'est une violence inutile et à la fois, je comprends le président. En présentant cette boîte crânienne, quelque part, il présente aux jurés une réalité. La réalité d'une barbarie, d'une férocité qui doit être exhibée. À l'issue des débats, l'avocat général requiert 20 ans de prison contre Béatrice et la peine maximale 30 ans contre Jean-Claude Douliery. Là, vous savez que l'avocat général a demandé la peine la plus lourde contre vous. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Honnêtement, je touche du bois qui prennent la bonne décision et qui... Je pense que le débat il a été correct et que si jamais ça se passe mal, comme ils l'interprètent eux, parce que moi je suis innocent donc j'ai rien à faire en prison, je suis à 3 ans et demi de prison pour rien déjà à la base, je ferai appel. Après 3 heures de délibération, le verdict tombe. Douliery est condamné à 30 ans de prison et Béatrice à 20 ans. Les jurés ne retiennent pas la préméditation. Un mandat de dépôt est demandé pour Béatrice, qui part en prison le soir même. Le patriarche est satisfait. Vous pouvez réagir, Robert, au verdict? J'estime qu'elle a mérité, tous les deux, et même plus. Mais enfin, on est content. On est content surtout qu'elle parte avec une note. On avait peur qu'elle soit encore libre. Bah écoutez, vous voyez, la Cour acquitte Jean-Claude Douliery de la préméditation et donc des faits d'assassinat et le condamne à une peine qui est en fait une peine qui n'est pas donnée pour les assassinats. C'est absolument incompréhensible et bien évidemment mon client m'a demandé de faire appel de la décision. Ce que vous allez faire donc? Tout à fait. Voilà. C'est très dur. Je trouve que c'est excessif. Je trouve que c'est beaucoup trop lourd, à la fois pour les faits, même si on le reconnaît coupable, et pour la personnalité de celle-ci. C'est excessif, oui, complètement. Est-ce que vous comptez faire appel de la décision? Absolument. C'est déterminé dès ce soir. Il n'y a même pas la place pour l'hésitation, vu le quantum de la peine prononcée. Oui. Trop abattue, Angélique refuse de nous parler ce soir-là. Elle acceptera le lendemain matin. Elle ne mérite pas ça, c'est une bonne mère, c'est une bonne grand-mère. Elle ne mérite pas tout ça. Pas 20 ans et pas pour une erreur pareille, quoi. C'est pas elle qui a tué mon père, c'est pas elle qui a voulu toutes ces bagarres et c'est pas elle qui, comme tout le monde le prétend, en a eu l'idée et a mené par le bout du nez Douliery, quoi. Voilà. Marseille, prison des Baumettes, 1 an plus tard. C'est ici que Béatrice attend son procès en appel. Elle prépare sa défense avec son avocate Virginie Pin. Elle sait que la partie est loin d'être gagnée. Elle est son pire ennemi, Béatrice Faure, quoi. Elle est vraiment son pire ennemi. Elle est très mal passée, d'entrée. Elle arrive pomponnée,
élégante, jolie, parce qu'elle est comme ça, qu'elle ne sort pas acheter le pain sans être maquillée, coiffée. Mais ça fait un peu veuve joyeuse, hein, quand on arrive devant une cour d'assises pour répondre de la mort de son mari. Ça envoie un truc au juré qui est très très négatif. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de ce procès d'appel? Une peine juste. Je dis une peine parce que je n'ai aucune illusion sur le fait qu'elle soit acquittée, même si à titre principal, je vais plaider l'acquittement, parce que comment caractériser la complicité pour un meurtre dont on ne sait pas qu'il est en train de se produire? Mais j'ai peu d'illusions. Merci. À quelques kilomètres de là, Victor Joya, l'avocat de la famille Faure, vient préparer lui aussi le procès en appel. Bonsoir. Ça va? Ça va. Dans la salle à manger, le silence est pesant. C'est le 3e et dernier acte qui va se jouer le lendemain. Bon. Bah écoutez, ça va être demain assez lourd à supporter parce que vous allez encore une fois entendre ce que vous avez déjà entendu une première fois. Vous vous rappelez que Béatrice, au départ, elle est arrivée libre, fraîche et pimpante. Demain, elle sera dans le box à côté de Doulieri. Je ne sais pas quelle stratégie ils vont utiliser, s'ils se sont entendus, s'ils vont se déchirer. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que pour eux, demain, comme pour nous, c'est le tout pour le tout. Le lendemain matin, à 8h30, place du Prêcheur à Aix-en-Provence, tout le monde se retrouve. Dernière consigne de l'avocat, aucune interview à la presse. Quand on arrive, personne ne fait de déclaration. Hein. Quand on arrive, rentre, personne ne parle. Personne ne... Vous avez réussi à dormir un peu quand même? Un petit peu, oui. Ouais. Mireille, elle est comment? Votre épouse, elle est comment? Mireille, la femme de Robert, trop fragile pour marcher, a été déposée en voiture devant le tribunal. Excusez-nous, on s'est occupé de ma maman qui marchait difficilement. Ça va? On a préféré. 9h moins 10, les deux accusés arrivent. Jean-Claude Doulieri entre le premier. Béatrice, dans le fourgon bleu, arrive ensuite au palais de justice. On découvre alors une femme effondrée. Ça va être une journée difficile. Vous voulez que je vous aide à marcher? Ça va? Allez, venez, c'est par là. La salle n'est pas encore ouverte, donc il faudrait peut-être qu'il se dépêche. Ma mission est de faire tomber Béatrice. Et je le dis très clairement, parce que je suis convaincu de la place prépondérante qu'elle a dans ce dossier. Maître Joya fera le maximum pour qu'ils aient 30 ans tous les deux. Angélique, elle, se tient en retrait. Aujourd'hui, je suis là, c'est pour sauver ma mère. Parce que je n'ai pas pu sauver mon père de toute façon. Donc j'espère tout faire pour la sauver. 9h10, les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Ce procès permettra-t-il enfin de faire la lumière sur le meurtre de Jean-Pierre Faure? Dans le box, Doulieri fait son entrée et s'installe aux côtés de son ancienne maîtresse. Mais l'audience tarde à s'ouvrir. Tout le monde s'interroge. Les avocats ne sont pas là. Le président les a convoqués à l'abri des regards. Que se passe-t-il? Au bout d'une vingtaine de minutes, les avocats reviennent et maître Virginie Pain a la mine défaite. Le président a choisi de commencer le procès par une écoute téléphonique qui accable Béatrice. C'est quoi? C'est son plan d'audience. On commence par quoi là? Composition du jury, les premières déclarations des accusés, audition du CD-ROM. Elle s'y attend pas, quoi. Je la prépare à ça, je lui dis. Le président est très hostile quand même. Très Maître Joya, lui, est ravi. Il prévient les journalistes. Vous êtes là pour le premier moment, le meilleur moment. On va entendre tout de suite après sa déclaration. J'ai rien dit, tout de suite après la bande sonore. Oui, ouais, il faut entendre... tout de suite. Il faut
tout de suite ce matin. Le président fait son entrée et les débats commencent. L'écoute téléphonique entre Béatrice et Doulieri a été enregistrée par les gendarmes 3 semaines après la mort de Jean-Pierre Faure. Toute la salle d'audience va l'entendre. Dans le box, Béatrice baisse les yeux. Le président lui demande alors si ce qu'elle vient d'écouter est la voix d'une femme terrorisée par son amant. Elle se lève et lui répond qu'elle n'avait pas d'autre choix que de jouer la comédie pour sauver sa vie et celle des siens. Mais sa réponse ne convainc personne. Là, ce qu'ils veulent, c'est la tête de Béatrice. Donc ça se concentre sur Béatrice. Doulieri, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une question. C'est à se demander s'ils ont bien compris que celui qui tenait le couteau et qui l'a quand même planté dans le dos de leur fils, c'est Doulieri, hein. C'est pas elle, mais c'est à se demander, vraiment. Je suis arrivée le matin, j'étais positive. Dès la première heure, ça m'a vraiment refroidi. Et si on veut m'enfoncer, on ne peut pas plus. Hein. Là, je suis au fond. C'est au tour d'Angélique de venir témoigner à la barre. C'est elle qui avait alerté les gendarmes après la disparition de son père. Elle dit à la cour que sa mère est incapable de préméditer quoi que ce soit. Et les jurés l'écoutent attentivement. Mon but, c'était de leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas une criminelle de haut niveau devant eux et qu'on ne pouvait même pas parler de complicité, quoi. C'était, elle est arrivée, c'était fait. Oui, elle a aidé à porter le corps. Oui, elle s'est débarrassée des preuves avec lui. Mais sous la menace, sous l'influence de l'amour, il y a une grande partie de l'influence de l'amour, ça on l'a tous compris. Mais qu'on ne me dise pas que c'était organisé, c'est pas possible. Vient ensuite le témoignage de l'ancienne patronne de Béatrice. Béatrice a travaillé 10 ans chez elle, elle s'occupait de ses 3 enfants. La mère de famille décrit une femme dévouée. C'est une personne pour qui j'ai énormément de sentiments parce qu'elle a toujours été parfaite. Je savais qu'elle s'occupait beaucoup de sa maman, énormément de son époux. Et elle s'occupait énormément aussi de ses petits-enfants. Et puis, elle se rendait très disponible pour moi, de toute façon, quoi que je lui demande. C'est difficile de l'imaginer comme je l'entends aujourd'hui. Elle ne peut pas manipuler, elle ne peut être que manipulée. C'est impossible. Elle ne sait pas faire ça, c'est pas possible. Ce témoignage qui donne une autre image de Béatrice va-t-il influencer les jurés? Le président donne la parole à Béatrice. Elle raconte la nuit du 15 au 16 mars en maintenant qu'elle est arrivée juste après le meurtre de son mari. À chaque question, Béatrice se perd dans des explications longues et confuses. Ce qu'elle aurait dû faire en 3 minutes, ça a duré, je sais pas, 1 heure peut-être. Voilà, et ça c'est le drame de Béatrice. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose que l'expert psychiatre soit venu tout de suite expliquer comment elle fonctionne, parce qu'on a l'impression qu'elle noie le poisson, alors qu'en fait, elle s'exprime comme ça. Hein. L'expertise psychiatrique décrit une femme ayant quelques traits de caractère hystérique qui, de façon générale, se situe dans le déni
et la fuite et qui s'arrange avec la réalité. Dans le box, Béatrice parle longuement de Jean-Pierre comme d'un homme fragile et violent. Elle attaque sa belle famille. Elle dit qu'elle a été la seule femme à avoir aimé son mari, alors que ses parents ne se sont jamais occupés de lui. Les paroles blessantes de Béatrice provoquent la colère de Mireille et de Robert le patriarche. Aujourd'hui, c'est Béatrice qui nous a mis plus bas que terre. Notre fils, pour nous, c'est une merde, excusez mon expression. Il ne se gêne pas de salir toute la famille pour essayer à se défendre. En disant qu'on était des parents indignes. Est-ce que demain, maître, vous me permettez de dire que c'est des menteurs? Vous avez été blessé, vous avez été humilié. On est là pour s'exprimer. La partie civile a un rôle à jouer. C'est des menteurs et vous le dites. Allez, si je dis ça, je ne fais pas de faute. Fin de la première journée d'audience. Le procès tourne au duel entre Béatrice et sa belle famille. Demain, la famille Faure parviendra-t-elle à pardonner? Et quel verdict rendront les jurés? Dernier jour du procès. Dans quelques heures, les jurés vont rendre leur verdict. C'est au tour de la famille Faure de témoigner à la barre. Leur avocat prépare avec eux la contre-attaque contre Béatrice. Dans ce qu'on a à dire, il faut qu'on prenne l'essentiel. Si on donne une information et qu'elle n'arrive pas au bon moment, dans leur esprit, l'histoire elle est un peu cassée. Voilà, donc il faut faire attention de ne pas les embrouiller. Parce qu'on pourrait faire une audience qui dure 3 ans. Hein. On n'a que 3 jours. Donc il faut vraiment rester sur l'essentiel. Hein? Face à la cour, Robert Faure accuse sa belle-fille d'avoir organisé le meurtre de son fils. Il rappelle aux jurés que Béatrice, au lendemain du drame, avait dit que Jean-Pierre s'était débattu comme un beau diable. Ce qui, selon lui, prouve bien qu'elle ment et qu'elle était présente au moment de sa mort. Comment se fait-il qu'elle sait qu'il s'est débattu comme un beau diable si elle n'est pas dans la scène? Elle y était, moi je suis. Et je vous dirais même plus loin, je suis sûr qu'elle a, quand il était par terre, elle a. Julie ne le dira pas, mais je suis sûr qu'elle a la poignardée aussi. Et j'en suis certain. Et je mettrai ma tête à couper. Bon, il ne voulait pas que je... C'est Maître Julien. Je voulais porter un crucifix, je l'avais préparé. Il m'en a dissuadé parce que je voulais mettre le crucifix, la faire revenir, la faire jurer sur un crucifix, sur la tête de ses petits-enfants. Ce qu'elle n'aurait pas fait. Mireille vient ensuite pour dire que sa bru était une fille ingrate et intéressée. Ces mots font bondir Angélique. Qu'est-ce qu'on entend de ma grand-mère? Qu'est-ce qu'on entend? Mais pas de mots gentils sur mon père. J'ai bien mis la table, je les recevais correctement. Béatrice arrivait, mettait les pieds sous la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Mais alors, et son fils, comment elle en parle? Et mon grand-père qui dit être au courant de tout, que mon père n'avait plus bu depuis les années 90, etc. Comment est-ce qu'on peut être au courant de tout en ayant un repas de famille par an? Il pensait qu'on allait lui faire un petit résumé des 364 jours de l'année. Le témoignage que tout le monde attend maintenant, c'est celui de Doulieri. Dans le box, il continue à nier être responsable de la mort de Jean-Pierre et il montre du doigt Béatrice comme la seule responsable. Excédée par les propos de Doulieri, Angélique se lève pour lui répondre. Elle est obligée de quitter la salle. On l'écoute tous, je suis sur le banc, je trépigne et il n'y a personne qui bronche. Il est en train de me démonter ma famille. Mais je l'aurais eu en face, je le tuais.
Troisième et dernier jour du procès. Le verdict va bientôt être rendu. Dans le box, les deux anciens amants ne se sont jamais adressé la parole et ils se sont rejetés la responsabilité du crime. Dans sa plaidoirie, Victor Joya, l'avocat de la famille Faure, accable Béatrice. Il demande au juré de la condamner à 30 ans de prison. Mireille fait un malaise, l'audience est interrompue. Allez, Mireille, Mireille, écoutez-moi. Mireille, écoutez-moi. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous allez pouvoir en finir avec cette affaire et vous allez pouvoir commencer votre deuil. D'accord? Oui. Je suis pas sûre. D'accord? Allez. Depuis qu'il est mort, je suis toujours fatiguée. Mireille, allez, il faut se calmer là. Je me remettrai bien. C'est la dernière épreuve. Merci. J'espère. En tout cas, vous avez bien parlé, Eric. Vous avez bien parlé, maître. J'ai plaidé avec le cœur pour vous. Merci. Allez. Pour la mère de la victime, aujourd'hui, c'est le premier jour du deuil. Elle a entendu ma plaidoirie. J'ai essayé d'expliquer au juré ce qu'elle ressentait. C'était ses sentiments et c'était mes mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a craqué, elle s'est affaissée. C'est une petite dame fragile qui a tenu jusqu'à présent et qui aujourd'hui s'est effondrée. C'est maintenant l'heure des réquisitions. L'avocat général refait le scénario du drame. Il accuse Doulieri d'avoir acheté une voiture avant le meurtre avec la complicité de Béatrice dans le seul but de transporter le corps de Jean-Pierre Faure. Cela prouve, selon l'avocat général, que les deux anciens amants ont bien prémédité le meurtre. Il requiert 30 ans de prison contre Béatrice et Doulieri. Les avocats des accusés sont sous le choc. Lionel, une réaction? Non. Je suis extrêmement surprise. Je peux comprendre qu'on reste sur un quantum équivalent à celui de l'année dernière. Je m'en serais expliqué, mais qu'on augmente concernant ma seule cliente le quantum à 10 années de plus que ce que les jurés du Var ont prononcé, je trouve ça incompréhensible. Je ne trouve pas de logique, même dans le réquisitoire qui était brillant sur la forme. Il n'y a rien qui justifie cette mise à égalité de Béatrice Roustieri et de Doulieri. Angélique sort sans dire un mot. Elle a peur que sa mère finisse sa vie en prison. La famille Faure, de son côté, espère que les jurés suivront l'avocat général. Vous êtes satisfait? Oui. Ben, on a bien travaillé ensemble. C'est au tour des avocats de Doulieri et de Béatrice de plaider pour essayer d'éviter le pire à leurs clients. Ils défendent tous les deux la thèse d'une bagarre qui aurait mal tourné et d'un cadavre encombrant dont il fallait se débarrasser au plus vite. Les débats sont maintenant terminés et comme dans tous les procès d'assises, le dernier mot revient toujours aux accusés. Béatrice ne dit qu'une seule phrase « Je ne suis pour rien dans la mort de mon mari ». Quant à Doulieri, il clame son innocence jusqu'au bout. La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Une longue attente commence. Sincèrement, on arrive, voilà, là on attend le verdict et j'ai toujours pas mes réponses et je pense que je ne les aurai jamais. Parce que ma mère n'étant pas présente, si elle avait été présente lors de cette bagarre, j'aurais eu mes réponses. Mais c'est pas le cas. Si quelqu'un qui peut m'écouter là-haut, qu'il fasse de son possible, hein, parce que je suis au bout du rouleau. 2 heures plus tard, l'attente continue. Une attente difficile à supporter pour Mireille. Dans quelques secondes, on sera fixé. Hein. C'est le secret absolu jusqu'à ce que le président arrive.
4 heures plus tard, tous les acteurs du drame sont rappelés dans la salle d'audience. Le verdict va être rendu. Béatrice est condamnée à 20 ans de prison, la même peine qu'il y a 1 an. Quant à Doulieri, il est condamné à 25 années de réclusion criminelle, soit 5 années de moins que le premier jugement. La famille Faure espérait une peine plus sévère. Moi, je pensais aux 30 ans. On pensait tous aux 30 ans. C'est pas la faute à Maître Joya, ni pour rien, puisqu'il a fait le maximum, ni au procureur. C'est comme ça. Ah, je suis déçue. On délibère pendant 4 heures pour en arriver au même résultat que l'an dernier. C'est la même chose. Et tandis que Béatrice et Doulieri regagnent leur cellule, Angélique repart de son côté, ses grands-parents de l'autre.